C'est l'heure du grand débat hebdomadaire à Mediapart, dans les locaux de la rédaction de Mediapart, pour nos Mediapart Live qui vont rythmer chaque semaine jusqu'à l'été prochain les débats politiques, les débats sociétaux, l'agenda de la société. Ce soir, nous recevons un candidat. Nous avons déjà reçu Emmanuel Macron, d'autres sont évidemment déjà programmés. Le candidat Yannick Jadot qui portera les couleurs du mouvement écologique historique d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Nous allons passer 2 heures ensemble avec Lénaïque Bredou, ma consoeur qui va co-animer cela avec moi. Depuis le 7 novembre, avec 54,25% des voix, vous avez été investi à l'issue de la primaire écologiste face à Michel Révasi. La surprise, c'est notre hashtag à Mediapart. Rien ne se passera comme prévu, et on le voit dans tous les mouvements politiques. La surprise était la défaite dès le premier tour de Cécile Duflot. Vous avez 49 ans. Vous êtes venu à ce que vous incarnez aujourd'hui par 2 voies, pourrait-on dire, le mouvement associatif, la Solagrale sur des questions de développement et Greenpeace France, que vous avez quitté en 2008 pour rejoindre Europe Écologie Les Verts. Je dis ça, le mouvement associatif, ça se paye d'un prix cher, il faut le rappeler parfois. Il y a eu des poursuites et toute une affaire car vous aviez fait une action à l'île Longue, à Brest. Et puis il y a eu le scandale de l'espionnage dont vous avez été victime par EDF, qui a été en justice. Et puis l'autre voie, c'est l'international, le Burkina Faso, le Bangladesh où vous avez vécu, et puis votre fonction en politique depuis 2009, le Parlement européen. Donc nous allons passer tout un moment avec des questions de la rédaction de Mediapart, d'abord avec Lénaïque, et je le dis pour que tous ceux qui nous suivent, à 22 heures précises, on se retrouve pour un débat avec le parti de gauche, avec celle qui est coordinatrice de toutes ces questions d'éco-socialisme portées par le candidat Jean-Luc Mélenchon, Corinne Morel-Darieux. Je crois que vous vous connaissez bien et il va y avoir un débat entre vous deux. Maintenant, pendant une première demi-heure, c'est Lénaïque qui va vous demander, je crois, à quoi ça sert une candidature comme la vôtre. Oui, bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'on a vu là François Hollande renoncer à se présenter tant il est impopulaire et tant il était esseulé dans son camp. Les craintes que vous aviez sur la primaire du Parti Socialiste, à laquelle tout le monde appelle, enfin à laquelle les socialistes demandent de tout le monde de rejoindre, étaient que c'était une primaire sur mesure pour le chef de l'État. Pourquoi aujourd'hui, avec cette nouvelle donne politique, vous ne dites pas que vous intégrez finalement cette primaire qui s'adresse à tous les électeurs de gauche? Alors j'ai été effectivement désigné par la primaire de l'écologie. Et quand j'ai été désigné il y a un mois, je savais qu'il y aurait un candidat de droite, issu de la primaire de droite, des Républicains, que ce soit Sarkozy, Juppé, et puis finalement c'est Fillon, mais je savais qu'il y aurait un candidat de droite, et je savais déjà qu'à l'issue de la primaire socialiste, il y aurait un candidat socialiste. Mais vous ne saviez pas que François Hollande n'y serait pas candidat? Je ne savais pas que François Hollande allait renoncer. Mais ça ne change rien dans la réalité. Dans la réalité, aujourd'hui, on a une primaire socialiste qui va clarifier potentiellement la ligne socialiste. J'espère que ça ne va pas tourner au Congrès, parce que je pense que ce serait une erreur dans le cadre de la présidentielle. Mais on va avoir un débat socialiste entre le républicanisme autoritaire d'un Valls, le social-libéralisme d'un Macron, mais qui est candidat en dehors, mais qui, je ne sais pas par qui il sera incarné dans cette primaire, parce qu'on n'a pas tous les candidats, d'autres sensibilités. Mais cette primaire socialiste ne me concerne pas. Quand j'écoute le renoncement, excusez-moi, vous ne dites pas que le renoncement du chef de l'État crée une situation politique nouvelle? Mais en quoi, finalement, le remplacement de François Hollande par Manuel Valls crée une situation nouvelle? Certes, c'était totalement inattendu, puisque jusqu'au bout du bout, il a tenté d'être candidat. On peut lui reconnaître une vraie lucidité tactique. Ça ne modifie en rien le bilan de son quinquennat. Au contraire, ça signe le bilan de son quinquennat de renoncer à être candidat. Manuel Valls va probablement incarner ce bilan. Est-ce que on voit bien le débat notamment qui s'installe entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg? Ce sont des visions de l'économie, du social, de la patrie, probablement très différentes.
Mais qu'est-ce qui les réunit? Il les réunit qu'ils sont pour le nucléaire, au moment où le monde choisit les énergies renouvelables, y compris pour lutter contre le dérèglement climatique. Ils sont pour le diesel, dans un moment où on est dans un pic de pollution incroyable. En venant chez vous, dans la rue, franchement, les plaques impair et pair, il y en avait autant les unes que les autres. On est dans un pic de pollution historique. 48 000 morts par an en France liés à la pollution de l'air. Toute l'année, on a de la pollution de l'air. On a des pics en plus. Ils sont tous les deux pour le diesel. Ils sont tous les deux pour Notre-Dame-des-Landes. Donc, ils ont à faire leur primaire, mais moi, ça n'est plus mon histoire. Non, mais justement, quand on dit, vous avez dit, quand vous avez été désigné candidat après la primaire d'Europe Écologie Les Verts, que vous étiez là pour faire un score de 10 et plus, qui était l'objectif déjà d'Europe Écologie Les Verts il y a plusieurs années. Vous avez dit, je suis là, je sais que je ne serai pas président de la République, mais mon objectif, c'est celui-là. C'est donc, du coup, de mener une bataille culturelle, de faire avancer vos idées. Et donc, d'investir tous les cadres politiques qui existent pour les porter. Pourquoi vous ne vous dites pas que la primaire dont vous avez été l'appel de la primaire de toute la gauche, dont vous avez été un des initiateurs l'hiver dernier, pourquoi vous ne vous dites pas que c'est un des cadres possibles dans lequel vous pouvez mener cette bataille culturelle, justement? Parce que la primaire socialiste n'a rien à voir avec l'idée qu'on a portée en janvier de l'année dernière, quand on a porté l'idée de cette grande primaire des gauches et des écologistes. C'était quoi? Un grand débat citoyen. Un grand débat citoyen. C'était quasiment le titre de notre appel. Pas de candidat sans débat. Un grand débat citoyen qui devait amener à la fois tous les citoyens, et évidemment issus des différentes sensibilités de la gauche, à se reparler, à confronter leurs idées, à s'engueuler potentiellement, et à produire un socle commun à la fois de valeurs et un socle commun de propositions, sur lequel interviendraient les différents candidats, serait issu de ça, ce qui n'a jamais été fait. On proposait une primaire de coalition, ça n'a jamais été fait dans le monde. Mais avec l'idée d'un contrat de gouvernement, d'une majorité qui respecterait toutes les sensibilités. Quand j'animais ces réunions, ce n'était pas facile, c'était le jeudi matin, vous aviez toutes les tendances du Parti socialiste, des frondeurs au canal officiel, vous aviez le Parti communiste, Caroline Dehaas avec la primaire de gauche, les écologistes, tout le monde était là. Le matin, on se réunissait. L'après-midi, il y avait les manifs contre la loi travail. Il y avait la moitié de la salle que je réunissais qui manifestait contre l'autre moitié. Enfin, il y a un moment, on ne pouvait plus être dans cette logique-là. Ce quinquennat a complètement tourné le dos à l'écologie. Le contrat qu'avaient passé les Verts avec le Parti socialiste a été totalement rompu. On a eu la COP21, élément essentiel, important, un succès de la diplomatie française. Mais vous voyez bien que l'idée, c'est de mettre en œuvre une politique climatique, ce que ne fait pas ce gouvernement. Donc je n'ai rien à faire dans une primaire aujourd'hui qui réunit un certain nombre d'acteurs de ce quinquennat qui a tourné le dos à l'écologie et dont les principaux aujourd'hui candidats ne prennent pas cette question fondamentale qui est la finitude de la planète, qui est la remise en cause de l'intensification du travail, qui est la refondation de l'Europe, qui est la revitalisation de la démocratie. Donc moi je veux porter ça devant tous les électeurs, les Françaises et les Français, et ce n'est pas une candidature, ça n'a rien à voir avec une candidature de témoignage. Moi je suis un battant, j'ai toujours porté fort et haut la cause de projeter notre pays dans un avenir qui soit un avenir bienveillant et qui ne soit pas le fantasme d'un patriotisme parfois un peu obsolète du point de vue industriel ou d'un républicanisme autoritaire qui, très franchement, me saoule. Yannick Jadot, derrière la question de l'ENA, par rapport à ce qui s'est joué depuis un an, il y a une question sur... Là, vous ne pouvez pas vous dérober, c'est-à-dire que vous avez bougé. Quand vous lancez cette idée de la grande primaire juste après la COP21, vous vous dites qu'il y a encore quelque chose à faire avec les socialistes. Vous vous dites, bon, malgré le départ du gouvernement, il y a encore un débat à faire avec eux. Ma question complémentaire, c'est est-ce que là, maintenant que vous êtes investi, que vous êtes en campagne, est-ce que vous ne devez pas réinvestir, y compris en voyant la sanction qu'a subie Cécile Duflot, qui l'incarnait, par les électeurs écologistes, revisiter votre propre accompagnement, je parle de celui de LV, à ce quinquennat, votre propre participation à ce gouvernement. Parce que Valls, après tout, vous avez été... Voilà, il était dans ce gouvernement-là. Montebourg était dans ce gouvernement-là. Est-ce qu'il n'y a pas un regard
quand vous parlez non seulement l'abandon écologiste, mais vous disiez la loi travail, les libertés, l'état d'urgence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, pour votre formation, celle que vous représentez aujourd'hui, un regard autocritique sur, au fond, une occasion manquée, une sorte de piège dans lequel vous êtes tombé en participant en 2012 à ce gouvernement, à cette majorité? J'étais favorable à cette participation. J'étais favorable à cette participation parce que le contrat que nous avions passé avec les socialistes était un bon contrat. La France ne serait pas dans l'état où elle est si ce contrat avait été appliqué. C'était quoi? C'était engager la fermeture d'ici 2025 de 22, 23, 24 réacteurs nucléaires. C'était booster les énergies renouvelables. En 2015, la France a été un des pays qui a le plus reculé sur les investissements en matière d'énergie renouvelable. C'était le droit de vote des résidents étrangers. Cette idée toujours progressiste que la citoyenneté, c'est plus important que la nationalité. Ce qu'a fait Hollande, c'est l'inverse. Il a fait une rupture extraordinaire de dire c'est pas ce qui fait de chacun de nous un acteur de la société qui fait qu'on est ensemble, c'est le drapeau qu'on a sur nos papiers. Donc ça, c'était une rupture. Mais il l'a fait dès les premiers mois, ça, d'une certaine manière. Non, il l'a pas fait. Enfin, la déchéance de nationalité, il l'a pas fait dès les premiers mois. Mais le contrôle au faciès, mais la logique productiviste, quand même. On a été un moment dans l'idée, et c'est notre responsabilité de transformer la société, de passer des contrats pour transformer la société, de créer ces majorités, d'avancer. On a pendant longtemps cru qu'on allait pouvoir avancer. Et prenant acte que finalement on n'avançait pas, on a quitté ce gouvernement. Donc on a eu raison d'y rentrer, on a eu raison de le quitter. Mais encore une fois, le moment politique, il est très particulier. Ce que nous propose le Parti socialiste aujourd'hui, c'est la stratégie Clinton. Tous unis derrière un candidat du renoncement qui a renoncé... Mais vous ne voulez pas savoir qui va gagner la primaire du Parti socialiste? Non, mais bon, je peux donner mon avis sur ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui. Donc vous mettez le PS, là, vous parlez du PS. Parti socialiste. Donc, le renoncement à la justice sociale, au combat contre les inégalités, le renoncement à la lutte contre les discriminations, le renoncement à transformer notre 5e République, notamment avec la proportionnelle, le renoncement à la protection de l'environnement. À partir du moment où, dans ce cadre-là, il y a tant de renoncements. Ça ne peut pas être comme ça qu'on va réconcilier les Françaises et les Français avec la politique. Moi, je pense que dans ce moment-là, il faut de nouveau du vote d'adhésion. La stratégie du moins pire pour éviter le pire, c'est toujours le pire qui progresse et le pire qui menace d'arriver, qui potentiellement arrive. Donc, il faut redonner l'envie de politique. Et pour redonner l'envie de politique, il faut projeter les Françaises et les Français dans un avenir bienveillant. Pas leur dire que la seule solution, ce sont les nostalgies régressives. On est dans un monde qui, comme le dit Mbembe, Achille Mbembe, on est dans un monde où nous sommes exposés les uns aux autres. Et il y a deux solutions, effectivement. Il y a, on se forge des ennemis, on construit la pluralité pour expliquer, ou on démonte la pluralité et la diversité pour expliquer les inégalités sociales, ce qui est un peu le pire de la construction politique. On se forge des ennemis, on se replie, ou alors, au contraire, on a une démarche terriblement ambitieuse de l'ouverture, d'expliquer l'ouverture de la société, d'expliquer les transformations, qu'elles sont possibles, qu'elles ne sont pas simples, mais qu'elles sont possibles, mais qu'en tout cas, l'avenir sera toujours mieux qu'aujourd'hui et sera mieux qu'hier. Et moi, je ne me résous pas à ce qu'on nous impose aujourd'hui la stratégie du moins pire pour éviter le pire. Encore une fois, c'est la stratégie Clinton, c'est la négation de la politique. Il faut réconcilier les Françaises et les Français avec la politique, et moi, je veux le faire autour du projet écologiste. Ça, je comprends très bien. Est-ce que ça veut dire que le résultat de cette primaire vous est égal? Est-ce que pour vous, ce que je veux dire, c'est est-ce que pour vous, politiquement, ça ne change rien? Ça changera la nature du débat politique. C'est pas la même chose si c'est Benamias ou si c'est Valls, si c'est Montebourg ou si c'est Hamon. Évidemment, ça ne sera pas la même parole politique. Mais d'ailleurs, ça montre bien aussi, d'une certaine façon, la limite de cette primaire. C'est que celui qui gagnera, il emporte tout. C'était ça, j'allais dire, l'erreur de la primaire de 2011. C'est que Hollande, il gagne. Après, dans sa campagne, il fait plutôt du Montebourg, et quand il gouverne, il fait du Valls. Tout ça perd l'ensemble des acteurs, parce qu'il n'y a pas de contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat
poser, expliquer aux citoyens. Donc, bien sûr, et puis en plus, moi, ça m'intéresse, parce que je suis un acteur de la vie politique, ça m'a intéressé la primaire de droite, ça va m'intéresser la primaire socialiste, voilà, mais c'est leur primaire, et y compris, je ne donnerai jamais une indication de vote, parce que je ne vais pas voter, et que c'est leur histoire à eux, et que j'aurais pas aimé qu'ils interviennent dans la primaire écolo. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait, je crois. Mais quand Arnaud Montebourg dit si je gagne la primaire, la première chose que je fais, c'est d'appeler Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, vous décrochez pas votre téléphone? Mais je vais décrocher mon téléphone. Je serais très curieux de savoir ce qu'il va dire, parce que, encore une fois, Montebourg, regardez, on a tué Areva par l'obsession nucléaire, on va tuer EDF par l'obsession nucléaire. Donc, c'est pas simplement qu'on poursuit le risque nucléaire. C'est pas simplement qu'on dépense des milliards, mais c'est le service public de l'énergie qui est potentiellement totalement explosé dans notre pays du fait de cette obsession nucléaire. Il veut faire Notre-Dame-des-Landes, il aime bien le diesel, il pense comme les producteurs de diesel que le diesel purifie l'air. Bon, on est encore dans un autre monde. Et j'ai vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui ou hier, quand je demande à ce que tous les candidats à l'élection présidentielle, fassent une déclaration d'intérêt. Quand vous êtes candidat, vous n'avez pas à faire de déclaration d'intérêt. Vous avez à faire une déclaration d'intérêt quand vous êtes élu. Qu'il y ait la transparence sur les clients, notamment qu'a eu Fillon dans son truc. Arnaud Montebourg dit « je ne comprends pas cette demande ». Précisez son truc pour ceux qui n'ont pas suivi sur Fillon. Bon, Fillon a une société de conseil, il a quadruplé ses émoluments en tant que député, 17 000 € par mois du fait de cette société de conseil, et il impose 2F Conseil, et il impose, ou il revendique, le secret commercial pour masquer les clients. Je pense que les Françaises et les Français peuvent légitimement, et c'est une exigence que moi je m'impose à moi-même, dire, mais ce candidat, pour quelle société il a travaillé? Est-ce qu'il a travaillé pour des entreprises étrangères? Imaginez un candidat qui a travaillé pendant 5 ans pour une firme pharmaceutique et qui viendrait dans son programme dire « Ah bah tiens, ce type de médicament, on va faciliter ». Évidemment, on ferait un lien. Et Montebourg trouve que ma demande de transparence n'est pas légitime. Donc on a, sur un certain nombre de questions, des vraies différences. Et comment vous expliquez, dans un autre registre, que certains de vos camarades écologistes, alors je ne parle pas de ceux qui soutiennent la politique du gouvernement, mais par exemple Noël Mamère, mais une partie de l'aile gauche d'Europe Écologie Les Verts, qui a signé une tribune récemment dans Mediapart, appelant à un soutien critique à Jean-Luc Mélenchon, ou même Nicolas Hulot, avec qui vous revendiquez une proximité, disent récemment qu'ils trouvent que Mélenchon est le candidat qui a le programme le plus écolo. Comment vous expliquez que ces gens... Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est très exactement ce qu'il a dit. J'ai encore vu Noël Mamère hier. Noël Mamère me soutient totalement. C'est pas parce que son équipe soutient Mélenchon qu'il ne me soutient pas. Il dit qu'il faut discuter avec Mélenchon. C'est quand même totalement autre chose. J'ai pas dit que Noël Mamère soutenait Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit qu'il y a une partie des Nicolas Hulot ne le soutient pas non plus. Il a dit, Nicolas Hulot... Je l'ai encore eu dimanche au téléphone, je peux vous dire qu'il ne soutient pas Mélenchon. D'accord. Nicolas Hulot... Ils lui font des risettes, mais ils ne le soutiennent pas, alors. Nicolas Hulot dit qu'il ne soutient pas de candidat. On est tous écolos, enfin, je veux dire... On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, comment vous expliquez qu'il y a quand même une partie des écologistes qui sont réticents à soutenir votre campagne? Écoutez, franchement, j'ai fait une campagne qui a rassemblé l'ensemble du mouvement écologiste. Depuis le début, j'ai été soutenu par toutes les sensibilités du mouvement écologiste. Il ne vous a pas échappé que Nicolas Hulot n'est plus dans la politique. Il a hésité. Il a renoncé à être candidat à l'élection présidentielle. Donc, il revient sur sa fondation. Donc, il est dans ce moment où il dit, étant de nouveau dans ma fondation, je ne m'inscris pas dans des campagnes politiques, donc je ne soutiens personne. Ce que font la quasi-totalité des responsables associatifs, ça ne m'empêche pas de les voir et de travailler avec eux. Mais c'est normal, c'est comme ça que fonctionne aussi la démocratie. Après, vous parlez de quelques personnes qui, depuis des années, vous savez, vous parlez par exemple de Patrick Farbiaz, depuis le début de la primaire, il a dit « Je ferai campagne avec toutes les personnes contre toi, parce que je considère que tu es celui qui fera le plus de voix écologistes et que ça empêchera Mélenchon de battre le PS ». Je ne trouve pas ça très intéressant. Moi, mon sujet, non mais je vais dire, mon sujet aujourd'hui, il n'est pas de faire de la tactique pour battre la droite. Il est de faire gagner l'écologie. C'est ça que je veux faire. Gagner l'écologie en ayant une écologie qui ne soit pas l'écologie du yaka faucon, qui ne soit pas l'écologie, une écologie culpabilisante, une écologie punitive. J'ai lu la tribune que vous avez citée. Il parle de l'écologie bourgeoise qui ne s'intéresserait qu'à la santé.
Mais qui est touché par la santé aujourd'hui? C'est les populations les plus vulnérables dans la santé. Qui est touché en premier par la crise écologique? Ce sont les populations vulnérables. Donc de considérer que de protéger la santé et tout ça, ça n'est pas l'écologie sociale ou je ne sais pas laquelle ils revendiquent, je trouve ça une aberration. Mais dans ces hésitations que résumait Léna, est-ce qu'il n'y a pas quand même, j'y reviens, une question que vous devez examiner qui est peut-être l'échec de votre mouvement? Au départ, votre mouvement prétendait aussi pratiquer une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'incarner l'exigence démocratique, etc. Ce qu'on a vu là, entre la participation au gouvernement, la scission au sein de votre mouvement, puisqu'une partie des dirigeants de ce mouvement sont du côté de M. Valls et le soutiennent. Donc le grand public se dit, mais au fond, ils sont pareils que les autres. Ils sont dans leur combinaison politique. Ils n'ont pas inventé cette autre façon de faire. Est-ce que finalement, cette histoire, pour vous, du quinquennat de Hollande, de la participation, des déchirures que ça a créées chez vous, c'est au fond de vous faire perdre un peu cette image d'une dynamique différente? Oui, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été les meilleures années de l'écologie politique. Oui, mais est-ce qu'elles n'ont pas dit une vérité, une part d'ombre quand on entend parler de la firme, quand on entend parler, quand on se dit, mais voilà, on entend tout ça, on le documente. La vérité, c'est que les écologistes et le parti écologiste a, comme tous les groupes dans la société, comme tous les autres partis politiques, comme tous les groupes dans la société, a ces tensions qu'on met probablement trop souvent à la vue de toutes et de tous, a ces opportunismes, a ces dérives personnelles, d'ambition personnelle. Moi, j'ai fait le Grenelle de l'environnement. J'étais un des initiateurs du Grenelle de l'environnement, un des négociateurs du Grenelle de l'environnement. Sous Nicolas Sarkozy. Ça a été sous Nicolas Sarkozy, fait avec Hulot, avec Bougrain-Dubourg et tous les autres. Ça a été un des grands moments de l'écologie dans notre pays. Parce que ça a été un moment incroyable d'acculturation de la société où on est passé du cycle « il y a une urgence environnementale, il faut agir » à « il y a un débat sur les solutions ». Malheureusement, le pouvoir en place n'a jamais mis la moitié, le tiers ou le dixième des mesures qui avaient été adoptées. Mais on avait travaillé avec les entreprises, les collectivités, les salariés, à faire de ce pays un pays beaucoup plus écolo et donc plus créateur d'emplois, avec une économie plus localisée, avec plus de transports collectifs, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, après, parce que justement ce gouvernement faisait rien, on a fait Europe Écologie, qui a été fait 16%, un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas majoritaire dans le pays non plus, on n'était pas à 50,1. Mais ça a incroyablement intéressé la société parce qu'on avait une ligne politique claire. On était, je crois, une belle équipe qui montrait la diversité de l'écologie et qui faisait l'articulation entre l'écologie associative et l'écologie politique sur un sujet essentiel, l'Europe. Et ça a bien marché. Le quinquennat est un quinquennat traumatique pour les écolos. Mais je pense pour toutes celles et ceux qui ont voté Hollande en 2012. La rupture par rapport aux promesses est telle, le niveau de délitement de ce quinquennat est tel que c'est traumatique. Et c'est vrai que pendant quelques années, ça a été le bal des ambitions personnelles. Quand vous avez... Voilà, oui, Jean-Vincent Placé a été un des responsables des Verts et d'Europe Écologie Les Verts. Alors qu'au fond, il est aussi écologiste que le bureau. C'est du nomadisme, opportunisme, ou c'est de l'opportunisme nomade, peu importe. Quand vous avez une secrétaire nationale qui reste secrétaire nationale pour négocier un poste de ministre. Emmanuel Cos. Emmanuel Cos. Évidemment, ça fait beaucoup de mal à l'écologie parce qu'on se dit, mais attendez, je veux dire, ils sont presque pires que les autres en matière d'ambition personnelle. Eh bien, ma candidature, c'est de sortir de cette époque-là. C'est de reconstruire l'écologie, c'est de la relancer. On a besoin d'écologie dans ce pays. On le voit sur tous les dossiers. Je parle encore de la pollution de l'air. Quand il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie. Donc il faut des écologistes. Mais il va falloir, c'est un chemin aussi de construction, de reconstruction, de relance. Moi, je veux construire des victoires. Et c'est vrai que j'ai dit, pas que je ne veux pas gagner, mais que je pensais que je ne gagnerais pas cette élection présidentielle, au regard d'ailleurs de ce qu'est l'écologie politique aujourd'hui et de ce qu'est le paysage politique en général. Mais je veux gagner aux législatives, je veux gagner aux municipales, et même dans cette élection,
Je veux gagner des majorités culturelles. La plupart des Françaises et des Français sont préoccupés par l'environnement, par l'alimentation. On est le pays de la grande bouffe et aujourd'hui l'alimentation est suspecte. On est le pays du génie industriel et on est sur des secteurs qui font perdre des emplois et des entreprises. Donc tout ça, on a une capacité extraordinaire de se projeter dans l'avenir. Et moi, je veux incarner ça, je veux construire les majorités culturelles. Quand on est préoccupé par l'environnement, je veux qu'avec cette campagne, on se dise les écologistes ont des réponses politiques à un sujet essentiel, notre avenir à tous, la justice internationale, la justice dans mon pays, les droits de l'homme et la démocratie, la lutte contre les discriminations, la dignité de chacune et de chacun. Je veux qu'on se dise, finalement, oui, les écolos que je vois sur le terrain qui m'aident sur l'eau, qui m'aident sur les paysages, qui m'aident contre les OGM, qui m'aident contre les gaz de schiste, les écolos que je vois dans des collectivités locales, dans des mairies, dans des conseils départementaux, régionaux, que je vois agir, dans une échelle nationale, ça ne sera plus le cirque, mais ce seront des écolos qui pourront mériter ma confiance. Pour être candidat, il y a une condition à remplir, en dehors d'être investi par son propre parti, c'est celui d'avoir 500 signatures. La direction du parti Europe Écologie Les Verts disait, quand vous avez été désigné, qu'il y avait à peu près un réservoir de 250 élus. Au-delà de ces 250, combien avez-vous de signatures aujourd'hui ? J'ai été désigné il y a 4 semaines, juste pour vous dire que... C'est avant le mois de mars, c'est pour ça que c'est quand même assez rapide. Oui, ça ne m'a pas échappé. C'est un sujet qui me préoccupe aussi. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 semaines ? On a mis en place un réseau de 150 correspondants sur l'ensemble du territoire, avec un objectif, en plus des 250 parrainages d'élus écolos, qui sont a priori acquis, d'avoir 400 promesses de parrainage. Vous savez que les socialistes, avec les républicains, ont un peu plus verrouillé le système. Verrouillons, et comme ça, à la fin, on est sûr que c'est le Front National qui gagne. Donc, voilà, mais je suis confiant. Les règles ont un peu changé, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les maires qui envoient eux-mêmes, les listes entières ils ont complexifié et publiées en temps réel. Voilà, tout à fait. Mais je suis confiant parce que c'est vrai qu'on a perdu aux dernières élections des élus, mais en revanche, on a une bonne connaissance de tous les territoires, donc ce n'est pas une recherche centralisée. Et puis surtout, quand aujourd'hui on parle de ruralité, quand on parle de protection des paysages, quand on parle de relocalisation de l'économie, quand on parle de services publics, quand on parle de culture, y compris quand on parle de couverture Internet, je crois que ça parle aux maires et que beaucoup peuvent trouver dans le projet de l'écologie politique un projet d'espoir, y compris à leur échelle. Mais vous ne savez pas encore si vous allez y arriver. Ah, mais je suis confiant. Non, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui, je n'ai pas 400 promesses. Confiant, inquiet, soucieux. Vous Confiant. avez dit soucieux, ça me soucie un peu. Non, j'ai dit ça me soucie, c'est un sujet sur lequel je travaille. Je ne dis pas, tiens, c'est facile, c'est réglé. Je dis que c'est un sujet important, mais nous avons développé la structure, l'organisation, pour que je sois confiant pour avoir ces signatures. Alors, on poursuit avec une petite séquence sur un sujet que vous avez rapidement abordé. Mathilde Mathieu, dans la rédaction de Mediapart, est la spécialiste de la transparence, de l'argent et de la politique. Elle a une question qui fâche ou qui ne fâche pas, je ne sais pas, on va voir. Ben oui, je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué il y a quelques minutes, c'est François Fillon et les revenus de sa société de conseil, puisque le député Fillon a créé une société de conseil en 2012 qui lui rapporte beaucoup d'argent. Alors, comme vous en avez parlé, on a imprimé les comptes de sa société, 2F Conseil. Et effectivement, en 2015, il a quand même un chiffre d'affaires, à lui tout seul, de 298 000 euros. En 2014, c'était 270 000 euros. Alors ça, c'est transparent. Qu'est-ce que vous lui demandez en plus à François Fillon ? Vous dites qu'il faut connaître qu'il donne la clients. liste de ses clients. Mais bien sûr. Je pense qu'il est tout à fait légitime. Dans ce niveau de défiance des Françaises et des Français vis-à-vis des institutions et vis-à-vis du personnel politique, je crois qu'à Mediapart, c'est un sujet qui vous travaille, qui vous soucie, pour reprendre le terme, et qui... Voilà. Mais c'est un sujet essentiel. L'éthique, la transparence, la probité des responsables politiques est un sujet absolument essentiel. Y compris parce que, on le voit sur tous les champs de la politique, la défiance, et pas simplement vis-à-vis du personnel politique, mais vis-à-vis du personnel politique dans leurs relations avec les lobbies, avec des sociétés, sur la question de la santé, de l'énergie, tout ça. Donc, ce que je demande... Qu'est-ce que vous soupçonnez précisément moi, je soupçonne que François Fillon
soit financé par un certain nombre de sociétés dont j'aimerais connaître le nom pour savoir si son programme, potentiellement son action, s'il venait à être élu, soit impacté, influencé par les clients qu'il a pu avoir. Il est tout à fait légitime, et moi je me bats pour que l'Assemblée nationale ressemble à la société. Donc il est tout à fait légitime de venir du privé pour faire de la politique. Mais quand aujourd'hui vous faites vos déclarations d'intérêt auprès de la haute autorité, vous indiquez vos revenus et votre patrimoine. Okay, vous n'indiquez pas qui vous finance. Quand vous avez une société de conseil qui est montée 8 jours avant l'interdiction de monter cette société de conseil, hein, donc il a quand même fini Premier ministre, un mois après il était député, dans l'intervalle il a réussi à faire campagne, à monter une société de conseil qui rentre dans les clous de la légalité, puisque c'était 8 jours avant l'interdiction d'avoir cette société de conseil. Moi, je veux savoir d'où vient cet argent. Mais ce n'est pas simplement Fillon. Je pense que ça s'impose à tout le monde. Il y a des questionnements sur aussi ceux qui financent aujourd'hui la campagne d'Emmanuel Macron. C'est quand même une bonne question de savoir si, quand Emmanuel Macron dit « je veux mettre fin aux rentes de la finance », c'est quand même intéressant de savoir qui le finance. Est-ce qu'il faut qu'il rende la liste de ses plus gros donateurs publics? Mais bien sûr. Vous dites comme Benoît Hamon, il faut qu'il donne la liste. Il faut qu'il donne la liste, contrairement à ce que dit Arnaud Montebourg. Il ne vous a pas échappé quand même qu'on est dans un monde où François Fillon a décidé d'être complaisant avec Vladimir Poutine. Ouais. Je considère que c'est une corruption politique. Yannick Jadot, vous êtes bien seul quand même à demander à François Fillon de donner la liste de ses clients. Mais j'espère que vous, les journalistes, puisque ce n'est pas obligatoire. D'Arnaud Montebourg, hein, ce matin, je crois. On n'est pas obligé de soupçonner tout le monde. Il réagit à vos propos. Nous sommes arrivés à un moment où le soupçon généralisé détruit tout. Donc il n'est pas d'accord avec vous. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en politique, utiliser le prétexte du secret commercial, quand on est député, il était député, il n'est pas dans le monde ailleurs, il est député au service François Fillon, de l'intérêt général. François Fillon. Il quadruple son salaire avec une société de conseil dont il est le seul propriétaire salarié. Bon. Moi, je trouve que c'est impératif de savoir quels ont été ses clients. S'il a travaillé pour les mutuelles du Mans, ou s'il a travaillé pour Mediapart, ou s'il a travaillé machin, qu'il le dise. Il peut, potentiellement, il n'y a aucun problème. Moi, je le soupçonne pas, je ne l'accuse pas. Je dis que ce secret commercial, quand on a été député et qu'on est candidat à la fonction suprême, je pense que c'est un impératif. C'est un impératif, surtout, encore une fois, quand il commence à s'expliquer, il dit « Oui, j'ai fait des conférences au Kazakhstan ou je ne sais pas où, mais cette année-là, je vous promets, je n'ai pas été en Russie. » De quoi on nous parle? Alors, deux petites questions, parce qu'il faut que je fasse vite. La première, quels sont vos revenus depuis 5 ans? Deuxième question, ça a trait aussi à la transparence. Eva Joly, candidate à la présidentielle, s'était engagée à faire la transparence quasiment en direct sur ses dépenses de campagne. Elle trouvait que c'était nécessaire. C'est aussi une proposition de Jean-Louis Nadal qui trouve qu'effectivement, il faudrait presque au fur et à mesure, comme aux États-Unis, rendre ses dépenses publiques. Comment vous allez faire pendant votre campagne? Est-ce que vous à la minute, vous engagez c'est toujours un peu compliqué hein, quand vous faites une campagne électorale à la minute. Par exemple. Mais en même temps, vous savez, on va faire une campagne de sobriété. Hein, il ne vous a pas échappé que... le parti est très endetté. Par contrainte. Par contrainte, par choix aussi. Non, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup de financement. Par choix, madame, aussi. Parce que les banques peut-être ne veulent pas prêter aussi. Je ne dis pas que la situation est simple, mais de toute façon, on va avoir une campagne très ciblée du point de vue de nos dépenses. Donc moi, je n'ai aucun souci sur cette transparence-là. Mes revenus, c'est mon indemnité de parlementaire européen depuis 5 ans, donc ça doit être 6 200 € par mois, une fois que j'ai payé l'impôt européen. D'accord. Quand vous êtes parlementaire, vous payez un impôt européen. En tout cas, vous êtes parlementaire européen. Donc, moi, ce que je demande, c'est que vous ne déposez une déclaration d'intérêt que quand vous êtes élu. Donc, un candidat à l'élection présidentielle peut être totalement opaque sur ses revenus et la source de ses revenus avant d'accéder à la fonction. Je trouve ça totalement dingue. Je pense qu'une fois qu'on a les 500 signatures, qu'on a le visa du Conseil, on devrait être obligé de faire une déclaration d'intérêt, ses revenus, son patrimoine, quels ont été les clients sur les 5 dernières années. Ça me paraît être un exercice de transparence. Je pense que ce que Fillon refuse, même Trump ne l'aurait pas refusé.
Pour que les citoyens soient juges des pressions, des liens. Mais bien sûr, Voilà. c'est On va normal. voir si Et on Trump, peut s'expliquer. l'accepte, hein, quand même. Non, mais bon, on peut parfaitement travailler pour le privé. Et j'ai aucun souci. Comme dans la politique, l'immense majorité des gens qui travaillent dans le privé sont des gens honnêtes. Mais quand on est responsable politique et qu'on décide, quand on remet en cause le modèle social, quand on remet en cause la protection de la santé, quand on veut virer 500 000 fonctionnaires, qu'on est complaisant avec Poutine et sa dictature et les massacres, voire le génocide qu'il fait à Alep, je pense qu'il est normal d'être transparent. Parce que quand on a des solutions de casse sociale, de fracture territoriale, il est normal d'être transparent pour savoir qui y a derrière. Dernière question, Mathilde. Non, mais on va s'arrêter là. Non, c'est bon. C'est bon. Donc Je tiens les 5 minutes, C'est j'avais bon. promis. C'est bon. Je rappelle juste, puisqu'on a parlé de Jean-Louis Nadal, que c'est le président de la haute autorité pour la transparence. sur la transparence, que cette haute autorité est née des révélations de l'affaire Cahuzac et que nous aurons demain un jugement, un premier jugement sur cette affaire.